Je suis invité aujourd'hui pour vous présenter un meuble du XVIIIe siècle par la CNE que je remercie. J'ai choisi de vous présenter une niche découverte chez un confrère et restaurée par mes soins. On trouve la première trace de la niche dans l'inventaire de la reine Clémence de Hongrie, citée en 1328, sous 2 coffres doublés de soie pour chien. C'est au XVIIe siècle, avec le développement des arts décoratifs, que naissent les niches d'intérieur, meubles spécifiques pour chiens et chats. Ces niches étaient nombreuses dans les appartements des rois et des princesses, éphémères et fragiles, qui ont pour la plupart disparu aujourd'hui. Grâce à l'état des meubles de la couronne de 1697, on peut noter la commande du château de Marly, 2 niches abritant chacune 2 chiens exécutés par l'ébéniste Gaudreau. Cette niche de fabrication italienne du milieu du XVIIIe porte une marque d'inventaire, un numéro qui correspond à l'inventaire dressé en 1861 par la maison de Savoie, 2 ans après le rattachement du duché au royaume d'Italie. Près des numéros d'inventaire, les lettres CR couronnées pour Casa Real. Cette marque apparaît généralement sur les objets ayant séjourné à Colorno, près de Parme. Donc là, vous avez une photo une reproduction d'un tableau de Vendelot de la duchesse Élisabeth de Parme, avec un petit chien en bas, peut-être celui de la niche. Le château de Colorno, près de Parme. Et la marque d'inventaire que l'on retrouve 2 fois sur cette pièce, une fois sur le dos et une fois sous le support de garniture. Donc vous voyez le C à gauche et le R à droite pour Casa Real, la couronne royale au milieu et un C en dessous pour Colorno. Ensuite le numéro d'inventaire. Colorno fut la résidence d'été de Louise-Élisabeth, duchesse de Parme, de 1727 à 1759. Fille aînée de Louis XV, qui épousa en 1739 l'infant d'Espagne, Don Philippe. Louise-Élisabeth se passionna pour Colorno, où elle fit transporter quantité d'objets et meubles provenant des milieux ateliers parisiens. Avant de se rendre à Parme, elle séjourna à Versailles de 1748 à 1749. Elle persuade son père Louis XV de lui verser une subvention annuelle de 200 000 livres afin de promouvoir son duché et de remeubler ses palais. Elle entreprit 3 longs voyages à Paris entre 1749 et 1759. Le dernier lui fut fatal. Elle contracte la variole et meurt. Louise-Élisabeth fit venir à Parme une colonie d'artisans français qui créèrent un véritable faubourg Saint-Antoine où se côtoyèrent menuisiers et ébénistes français et italiens au service de la cour de Parme. Il ressortit un style parisien empreint d'une touche piémontaise. Voilà, je vous ai parlé de la partie historique. Maintenant, on va passer à la partie restauration. Voici une photo de la pièce à l'initiale, avant restauration, telle que je l'ai achetée. Donc les bois sont jaunis, ils sont insolés. Et pour la garniture, elle est usée et il manque le décor qui apparaît dans l'inventaire, donc un damassé cramoisi. La partie haute, bien sûr, a été regarnie à l'ancienne, garnie de crin, et j'ai eu la chance qu'un confrère tapissier dans ses stocks, donc un damassé cramoisi, qui lui est d'époque 18e.
Donc cette niche a subi un décapage. Ça, c'est pour l'intervention de restauration. Et la technique du sous-vide a été choisie. Cette technique permet, lorsqu'il y a des soulèvements de plaquage ou des manques de colle, d'infiltrer par la technique du sous-vide des colles, soit à chaude ou à froid, naturel, poisson ou colle d'os, afin de recoller tous les éléments qui sont fragilisés. Alors voici une photo de la mise en place du sous-vide. Donc une poche plastique avec un plastique spécial est fabriquée. On y insère donc la pièce à l'intérieur. C'est raccordé sur un compresseur qui va créer le sous-vide. Et à l'aide de seringues chargées de colle, on pique le sac pour injecter aux endroits choisis cette colle. Et le sous-vide donc fait rentrer cette colle dans tous les interstices, dans tous les manques, pour renforcer le plaquage. On peut intervenir aussi à chaud lorsque l'on utilise une colle chaude, avec un pistolet à air chaud, parce que ce plastique-là supporte la chauffe. Donc on opère au travers du sac pour liquéfier la colle et l'aider à bien rentrer. Ensuite, pour la partie finition, il y a eu très peu de ponçage pour éviter d'enlever un maximum de matière sur le plaquage et sur la niche dans son ensemble. On a utilisé un papier de verre très très fin, juste pour redresser un peu la fibre qui est soulevée par l'intervention de la colle qui, elle, est à base d'eau. Donc, qui soulève cette fibre. Et pour la supprimer, on va égrener la marqueterie. Mais ce n'est pas un véritable ponçage, c'est juste pour dresser un tout petit peu. Ensuite, nous avons passé une gomme laque dessus, une gomme laque naturelle, légère. Et nous avons une finition à la cire naturelle pour finir en dernier. Voilà, si vous avez des questions à me poser pour la partie restauration, sur les restaurations des meubles. Ça, c'est un travail qui a demandé à peu près entre 40 et 60 heures. Comment maintenez-vous le sous-vide en injectant la colle? C'est-à-dire vous faites un trou dans l'enveloppe, donc forcément le sous-vide n'existe plus. Comment ça se passe? Oui, à ce moment-là, j'ai oublié de vous le dire, on a une petite gomme noire, un peu comme un chewing-gum si vous voulez. Une fois qu'on a piqué, on injecte, on enlève la seringue et puis on bouge tout de suite. De toute façon, vous pouvez refaire du vide. Non, c'est actif tout le temps. Actif tout le temps, oui. D'autres questions? Oui, donc en fait, le processus, ça réactive l'ancienne colle, si j'ai bien compris. Ça régénère aussi en partie l'ancienne colle, oui. Et ça va renourrir tous les manques, toutes les faiblesses. Donc ça ressort sous la marqueterie. Oui, ça enveloppe complètement le meuble et la colle va se diffuser partout. Et le bâti était en bon état, il n'y avait pas de restauration. Le bâti, bien sûr, quelques petits recollages, mais ce n'est pas une pièce qui était en très mauvais état. Donc on n'a pas eu besoin de faire une intervention très profonde dessus. C'était des bois italiens. C'est un résineux, probablement un sapin, oui. Et le plaquage, c'est également sapin ou c'est des bois fruitiers? Alors le plaquage, j'ai oublié aussi encore. Le fond est en loupe de noyer. Les feuilles qui sont blanches sont en vous avez du prunier pour le plus foncé et le buis pour le bois le plus clair. Donc on a 3 essences de bois qui composent la marqueterie. Après, le dessin est imaginaire, hein, c'est pas des fleurs connues aujourd'hui.
eux, ça y contribue. Mais le fait de décaper le vieux vernis ou la vieille cire, déjà, ça nettoie les bois. On retrouve déjà en partie la couleur. Après le passage d'un vernis, ça redonne une profondeur et un éclat au bois. Donc c'est les deux. Et vous décapez avec quel type de produit, je suppose naturel, ou chimique? Alors on a un décapant spécial qui est bio, Oui. qui est doux. Et une question, et si on vous demandait de reproduire une vingtaine ou une trentaine de ces niches comme ça pour les mettre au goût du jour, parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant pour ceux qui ont des petits animaux, et d'avoir une petite niche dans un appartement, c'est pas si mal dans le fond. Ça peut être une idée, ça. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? Le Je sais prix, pas, le si- temps à passer pour si, fabriquer si on passe des commandes. Non, c'était comme ça. C'est parce que c'est plutôt rare de voir ça. Moi, j'avais jamais vu ça. Et c'est intelligent, en fait. C'est royal, oui. Oui. Je trouve que le style est très intéressant parce que c'est un mélange d'italien à français, parce que les pieds en colimaçon comme ça, c'est italianisant. Et les fleurs sont très exotiques aussi, à un côté orientaliste. C'est une pièce très intéressante. Cette marqueterie-là, on la voit pas souvent. Ça servait de siège aussi? Oui, bien sûr, oui. Ça se mettait en coin de pièce et ça, on peut s'asseoir aussi. Et le sous-vide, c'est breveté, c'est votre... Alors le Processus. sous-vide, il y a Michel Germont qui avait déposé Ah oui, un brevet sur le sous-vide, mais c'était pas proprement dit que le sous-vide. C'était Tout le reste de il y avait aussi une technique aussi une technique propre de dépose des plaquages aussi. Et on plaquait Ou c'est isolé à certains... répondu, tous les ateliers n'appliquent pas le sous-vide. Et puis, permet de plaquer assez fortement les plaquages qui Oui. Oui, on peut plaquer des grandes surfaces, c'est intéressant pour des galbes, pour des formes. vous n'avez pas besoin de réappuyer dessus. La pression est suffisante. Alors ça dépend si vous avez des plaquages qui sont un peu revêches parce que épais ou de forte densité, oui, on peut réintervenir avec un serrage par-dessus. Souvent, c'est suffisant. Ça peut suffire. Le plaquage d'un millimètre, j'imagine. Oui, puis aussi bien sûr la nature des bois. La finition gomme-lac et cire, c'est quoi la différence? Vous avez parlé de gomme-lac. Alors l'emploi de la gomme lac avant la cire, c'est ça. La gomme lac va donner une profondeur et un éclat que la cire donnera moins. La cire va nourrir, mais ça reste une brillance de surface. Donc les deux sont bien. Passer une légère gomme lac au départ et après retravailler avec une cire. après. La cire, c'est fait au tampon ou avec juste un... Oui, c'est faux tampon la cire. Parce que c'est vrai que ça brille pas, parce que c'est très chic. Ça brille parce que travailler au tampon, oui. Non, mais ça brille, mais par contre... Oui, il y a une douceur, oui. C'est satiné, en fait. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Quelqu'un, il demande à la fille. Donc j'en demande 12 000 € pour répondre à la question. Messieurs, dames, je vous remercie. Passez une bonne fin d'après-midi.